répondre, on va prendre le temps surtout de leur répondre parce que voilà, donc il y a plusieurs portes d'entrée possibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est le fond, le manuscrit. Donc c'est vraiment cette relation de confiance qu'on bâtit. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes lectures positives. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'un sujet que nous avons l'habitude d'aborder. J'ai souhaité préparer un épisode bonus et pour cela, j'ai la chance de recevoir une directrice d'édition afin de découvrir ensemble le processus de sortie d'un livre de A à Z. Pour en parler, c'est Stéphanie Del Regno qui a accepté de répondre aux différentes questions que j'ai sous les yeux. Alors Stéphanie a fait partie du groupe d'édition Pictos, dont l'une des maisons d'édition est Helios, grâce à qui j'ai la chance de recevoir des livres. J'en profite d'ailleurs pour les remercier à nouveau pour tout ce qu'ils partagent et pour me permettre de faire vivre ce podcast. Alors Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Clément, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Je te remercie pour d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette aventure et cet épisode bonus. Alors je n'ai pas l'habitude de faire ça parce que je t'avoue que moi, je prépare mes questions au fur et à mesure que je lis les livres, mais là pour le coup, il a fallu que je me creuse un petit peu la tête. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent peut-être pas, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Stéphanie Del Regno, je suis dans l'édition depuis presque 25 ans. Je suis responsable éditoriale et aussi auteur. J'ai commencé mon parcours, c'était quoi, en 2000, 2003, 2004. J'ai créé ma première structure d'édition, donc une maison d'édition associative. 2 ans après, j'ai rejoint une entreprise qui se lançait dans l'édition, où j'ai été responsable éditoriale. Après, je suis partie à nouveau monter ma structure, mais cette fois en entreprise, donc La Vallée Heureuse. Et puis Sibylline aussi, ça a duré 14 ans. Et j'ai rejoint Pictos il y a presque 3 ans. Donc Pictos qui est une émanation de l'entreprise DG Diffusion, chez qui j'ai commencé il y a 20 ans et qui maintenant est un beau bébé puisqu'on a 17 marques d'édition. Oui, rien que ça, 17 marques, ça commence à causer un peu quand même. Et on est basé sur Toulouse. D'accord, très bien. Donc, tous vos bureaux sont dans le sud ou est-ce que vous avez une succursale, par exemple, à Paris ou... Non, non. Non, c'est exclusivement sur Toulouse. Ok, Ouais. très bien. Euh, alors, si tu veux bien, on va passer aux questions. En admettant que moi, je suis un nouvel auteur et qui souhaite publier chez vous pour la première fois, quelle est la toute première étape pour entrer en contact avec votre maison d'édition? Alors, on reçoit énormément de manuscrits via notre adresse mail contact, où on se D'accord. réunit tous les mercredis après-midi en comité de lecture pour regarder tous les manuscrits qu'on a reçus. Donc, il y a cette entrée-là. On est aussi contacté directement sur les réseaux, donc sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, par les auteurs qui nous suivent. Après, ça va être le bouche à oreille. On va avoir des auteurs qui vont nous recommander d'autres auteurs, des correctrices qui vont nous commander des auteurs. Voilà, donc il y a plusieurs portes d'entrée possibles. D'accord. Mais justement, ça tombe bien que tu parles de l'adresse mail contact. Je la mettrai dans la description de l'épisode pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés pour vous envoyer un manuscrit ou quoi que ce soit. Avec grand plaisir, merci. Euh, du coup, lorsque vous recevez un manuscrit, quels sont les principaux critères que vous prenez en compte pour l'évaluer? Alors, on va regarder, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est le fond. On est spécialisé dans du livre pratique, du documentaire en ésotérisme, en spiritualité, mais aussi en santé bien-être, en écologie. L'année dernière, on a créé une marque jeunesse. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Il faut que ce soit sérieux, rigoureux, sourcé, référencé, documenté, et puis que ça apporte quelque chose de plus que ce qui existe sur le marché, parce que on le sait, on est inondé de livres, hein, c'est 60 000 nouveautés par an qui sortent. Donc nous, il faut qu'on arrive à se démarquer et on ne peut pas publier un livre qui ressemble aux autres. Donc, on va être très vigilant sur cet aspect-là. On va aussi énormément s'intéresser à la personne qui a écrit le manuscrit. Est-ce que enfin, on va regarder son CV parce que souvent les manuscrits sont accompagnés de présentations d'auteurs. Si c'est pas le cas, on va googliser pour voir un petit peu comment la personne se situe dans son environnement et dans la thématique qu'elle propose. Ça, c'est super important en fait parce que nous, après derrière, c'est un travail d'équipe.
Donc il faut que la confiance s'installe dès le départ. On peut pas, disons qu'on va pas publier un livre pour faire plaisir à quelqu'un. On va Oui, publier un livre parce qu'on pense d'abord à notre lectorat. Qu'est-ce que ça va apporter? Parce que là, il faut savoir que le groupe Pictos existe depuis une quinzaine d'années. Mais à l'intérieur, on a des maisons historiques, notamment d'Angle, donc spécialisées en santé naturelle, qui fête son centenaire cette année. On a les éditions Trajectoire qui vont fêter leurs 40 ans l'année prochaine. Donc, on a un lectorat exigeant, un lectorat qui nous suit, un lectorat fidèle. Et notre rôle à nous, c'est de l'alimenter, ce lectorat, et de lui proposer de transmettre voilà, des informations sérieuses et rigoureuses. d'accord. Moi, ce que j'entends dans ce que tu viens de me dire, c'est vous regardez si c'est bien sourcé. En fait, vous êtes intransigeant sur le fait que la personne connaisse bien son sujet, quoi. C'est pas Ouais. quelqu'un qui, tiens, je me suis lancé, je dis un exemple tout bête, mais dans la couture il y a un mois, je vais sortir un livre pour expliquer comment je fais, quoi. Il faut qu'il y ait une certaine expérience derrière, il faut qu'il Oui, y ait un complètement. background assez important, quoi. Mais complètement, parce qu'il nous arrive, enfin, 90% des manuscrits qu'on reçoit, enfin, je suis en totale transparence hein, avec toi, 90% des manuscrits qu'on reçoit ne sont pas à la hauteur, parce qu'il manque du background, il manque de la profondeur, et on va être face à des personnes, alors souvent c'est leur premier ouvrage, ok, mais ça va manquer d'expérience. Alors, si c'est un ouvrage dont le contenu nous paraît intéressant, mais que la structure n'est pas appropriée, ça, c'est pas un souci. Voilà, parce que nous, après, c'est notre travail d'éditeur d'accompagner l'auteur. Mais si on sent que le fond est vraiment trop léger et que que la personne qui écrit connaît en surface en fait Mm. son sujet, on va pas le prendre. D'accord, ok, il faut vraiment aller Ouais. en profondeur, et bon, ce qui est Ouais. tout à fait normal, C'est parce que notre image de marque, hein, c'est ce qui fait notre réputation aussi. Voilà, on est assez exigeant. oui, et puis j'imagine que vous recevez, enfin, je sais pas, un ordre d'idée, combien de manuscrits par mois vous recevez à peu près? Ouf, alors là, par mois, je sais pas, tu vois, par semaine, on en reçoit bien. Alors peut-être même que je suis loin parce que je compte pas, mais peut-être qu'on doit en recevoir entre 50 et 60 par semaine. Oui, donc oui, c'est ça, donc c'est énorme, c'est énorme. Ouais, Donc oui, faut faire du tri dans tout ça, et ouais. puis j'imagine que le processus après c'est encore plus long. Enfin, il y a plein d'étapes Mm. après la suite, quoi. Alors moi, j'imagine, je me mets à la place des auteurs qui envoient les manuscrits. J'imagine que le temps d'attente de la réponse pour l'auteur, il doit paraître mais hyper long. Mais en moyenne, c'est combien de temps pour répondre, combien de temps il faut à l'équipe pour donner une réponse et savoir si oui ou non il est intéressé par le manuscrit? Alors, on essaye de pas dépasser les 3 mois. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de manuscrits, mais nous, après, à côté, quand on est en prod sur des projets, parce qu'on travaille sur plusieurs projets en même temps, et que les journées ne font que 24 heures, donc on manque de temps, on essaye, voilà, de rester à 3 mois. Des fois, ça va être 1 heure. On va avoir un gros coup de cœur, et de suite, on Ouais. va prendre le téléphone et on va appeler. Voilà. D'accord. Ah oui, donc ça peut être tout ou rien, quoi. Si Ouais. effectivement, comme tu dis, il y a le coup de cœur, est-ce que vous êtes, j'imagine que pour aller dans le concret, il y a des réunions 1 à 2 fois par semaine, j'imagine. Vous vous retrouvez autour d'une table. Bon, bah là, on a 10 manuscrits. Comment ça se passe d'ailleurs? Vous êtes combien dans l'équipe pour faire ça? Alors, dans l'équipe éditoriale, on est 8 éditeurs. D'accord? On est 8 éditeurs donc pour 17 maisons et on se réunit tous les mercredis après-midi en comité de lecture où on dépile justement tous les mails qu'on a reçus sur la boîte contact. Et au préalable, c'est souvent notre coordinatrice Mathilde qui fait une présélection. Parce que bon, elle a 20 ans de maison, donc, et puis elle connaît le groupe par cœur et les lignes éditoriales. Donc elle va nous épingler en fait des manuscrits qu'elle a trouvés, à qui elle a trouvé du potentiel et on va les étudier. Donc après, je te donne un cas.
Voilà, si ça va être du Helios, donc c'est du channeling Helios, donc elle va me dire, bah, Steph, je t'ai épinglé ce manuscrit, on le regarde, voilà, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Alors moi, souvent, je vais lui dire, ben, tu me l'envoies et je me le regarde moi à tête reposée et puis je verrai. Après, ça va être, voilà, Camille, on a reçu ça pour d'angle, est-ce que ça te parle? Ou voilà, pour Grancher, on va faire ça, ou trajectoire, on a ce sujet-là. Donc voilà, en fait, on se fait ça tous les mercredis après-midi. Mais on a le temps, en fait, d'en regarder, elle est à tout casser une dizaine maximum. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'il y en a qui nous demandent un temps de réflexion plus important parce qu'on trouve que la thématique est très, très intéressante, mais le manuscrit tel qu'il est présenté ne nous convient pas trop. Donc, on réfléchit en même temps tous ensemble à comment le rendre encore meilleur et voir si on fait une proposition à l'auteur, s'il accepte aussi, parce qu'il y a aussi ça, hein. Il faut que l'auteur accepte de retravailler son manuscrit avec nous quand on estime qu'on peut le rendre encore meilleur. Quand tu dis retravailler le manuscrit, c'est-à-dire rajouter un paragraphe par-ci par-là, approfondir tel ou tel thème, c'est ça? Voilà, en fait, ça fait partie de notre travail éditorial. On a chacun nos propres ouvrages, nos propres manuscrits qu'on suit, et on a un travail édito dessus. Donc, ça va être, moi, je parle pour moi, hein, ma façon Oui, bien de sûr. fonctionner. Je vais, alors des fois, il n'y a pas grand-chose à dire, mais des fois, je vais orienter les auteurs, parce que moi, je suis leur première lectrice approfondie. Donc, je vais leur dire, là, ce serait bien de développer ça. Là, par contre, on est sur du hors-sujet. Donc, est-ce que, soit tu tiens à le dire, mais à ce moment-là, on le dit dans l'épilogue ou dans l'intro, mais pas dans le corps du texte. Après, il va les problèmes de syntaxe des fois. Donc, je veux dire, là, on comprend pas trop. Donc, parce que moi, je me mets à la place du lectorat. Hmm. Donc là, ce serait bien de reformuler. Puis après, comme les sujets, enfin, je suis sur des marques d'édition dont je connais déjà l'essence et la quintessence. Donc, je vais aussi accompagner l'auteur en disant, ce serait bien aussi que tu parles de ça. Voilà, puisqu'on est là-dedans, en profiter pour ajouter ce complément d'information et voilà, des choses comme ça. On accompagne. Mais c'est toujours un travail d'équipe, en fait. Ça, j'y tiens. Le métier d'éditeur, en tout cas chez nous, chez Pictos, c'est un travail d'équipe. C'est toujours travaillé et vu avec et avec l'accord de l'auteur. Toujours. D'accord. On fait Très bien. rien, nous, de notre côté. Ils vont rien découvrir. Tu vois, quand ils vont recevoir le livre chez eux, là, leurs exemplaires auteurs, ils vont pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Ouais, 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 c'est une transparence totale. C'est ça qui est Ouais, très intéressant parce que c'est la confiance et puis la réputation, quoi, après, de toute façon, qui est mise en jeu. c'est ça. Et donc, pour les besoins de l'enregistrement, Magie du sort, toi et l'équipe, vous donnez un avis favorable et le manuscrit est accepté. Alors, quelles sont les prochaines étapes qui attendent l'auteur à ce moment-là? Alors, négociation du contrat, D'accord, déjà, administratif, parce qu'on a aussi une part administrative dans notre métier. Donc, on va passer un temps sur le contrat parce qu'on a un contrat qui fait 19 pages. Où on se met à disposition de l'auteur pour répondre à ses questions, parce qu'on se met aussi à sa place. Et c'est vrai il y a des clauses qui sont un petit peu nébuleuses, hein, qui peuvent paraître comme ça, sachant que c'est un contrat, on part comme base sur le contrat qui a été négocié entre le SNE et le SNA, donc le Syndicat national des éditeurs et le Syndicat national des auteurs. Donc on est sur cette base-là. Nous, on travaille à compte d'éditeur. Donc ça veut dire que les auteurs n'ont rien à prendre en charge. On les rémunère une fois par an en droit d'auteur, mais après, tous les frais sont à notre charge à nous. d'accord. Tous les frais de fabrication, de promotion, de tout ça. On prend tout en charge. Donc là, ça va être première étape, le contrat. Alors ceux qui ont nos auteurs maison, qui connaissent déjà nos contrats, bon, ça va être rapide. Et pour les nouveaux auteurs, on va expliquer tout ce qu'ils ne comprennent pas, enfin tout ce qui paraît obscur pour eux. Donc on va leur répondre, on va prendre le temps surtout de leur répondre parce que moi je pars, enfin pour moi, quand on signe un contrat d'édition, c'est comme quand on signe un contrat de mariage. Donc il faut que ce soit clair dès le départ. Et mon but à moi, c'est d'instaurer cette relation de confiance. Parce que j'ai pas envie, autant pour l'auteur que pour moi. Moi, j'ai envie de travailler qu'avec des gens que j'ai choisis.
donc avec qui je m'entends bien. Donc ça veut dire que là, on va signer ce contrat d'édition, mais après, je sais que ça va bien se passer. Voilà, qu'on va avoir une relation, même si notre relation va durer que quelques mois, le temps de la fabrication, parce qu'après, une fois que le livre est en librairie, moi, mon taf, il est fait, mais celui de l'auteur aussi, mais on reste toujours en lien. Il y a toujours, on reste toujours en contact, je reste toujours leur référente, donc c'est pas parce que mon travail est fait que ça y est, c'est fini, on se connaît plus. C'est pas du tout ça. En tout cas, pas chez moi. Et puis voilà, enfin, en fait, c'est un peu comme la famille qui s'agrandit. Voilà. Enfin, moi, je me les chouchoute, mes auteurs, et je veux qu'ils se sentent bien. Puis des auteurs heureux font une éditrice heureuse. Voilà. Eh ben, c'est très beau. Bah, c'est aussi pour ça que je suis venu vers toi pour proposer l'enregistrement parce que je demandais souvent, tiens, selon toi, qui pourrait être intéressé pour un enregistrement sur un épisode bonus? J'ai plusieurs amis autrices et auteurs qui m'ont dit, bah, va voir Stéphanie, n'hésite pas, va voir, ça va très bien se passer. Et effectivement, jusque-là, tout va bien en tout cas, donc c'est top, c'est top. Euh, j'ai une question qui m'est venue, que tu dis, un nouvel auteur, ça va prendre un peu plus de temps pour parler du contrat parce que forcément, il ne connaît pas tout le processus. Est-ce qu'il a la possibilité de venir se faire aider avec un auteur qui a plus l'habitude lors du rendez-vous ou alors ça se passe juste entre vous? Alors, ça s'est jamais produit. Pour des gros auteurs, ils sont régulièrement accompagnés de leur agent ou de leur D'accord? avocat. Ok. Voilà. Mais on en a quelques-uns comme ça. Mais après, non. Moi, ce qui se passe, c'est qu'avec mes nouveaux auteurs, souvent, je leur envoie ma proposition de contrat. Ils montrent le contrat à un avocat qu'ils connaissent, parce qu'on Ouais. connaît tous un avocat. Et puis après, ils me font les retours. Et voilà, on arrive à négocier comme ça et puis à se mettre en sécurité, et eux et nous. Ouais. Voilà. Donc après, il y a des choses sur lesquelles on est flexible. Il y en a d'autres, c'est juridique, on peut pas faire autrement, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Et après, tu vois, notamment la clause de préférence. Nous, on n'a pas de clause d'obligation chez nous, on n'en veut pas. Mais la clause de préférence, donc on demande aux auteurs de nous proposer en avant-première leurs 5 prochains manuscrits, donc de penser à nous les proposer d'abord, avant d'aller les proposer ailleurs. Et parfois, il arrive que des auteurs nous demandent soit de réduire le nombre de 5 à 2, soit de nous faire sauter la clause de préférence. Et ça, on le fait volontiers parce qu'on n'est pas là pour retenir les gens non plus. On est dans un métier passion, un métier qui donne du plaisir. On n'est pas en train de, enfin voilà, on n'est pas dans du juridique, on n'est pas dans l'éducation nationale. Enfin, il n'y a pas, nous, le seul enjeu qu'on a, c'est satisfaire en fait les lecteurs. On est là vraiment pour nourrir et pour faire plaisir. Donc les auteurs à la base. Si ils veulent faire sauter la clause de préférence, eh bien on la fait sauter. Voilà. Moi, en tout cas, pour moi, ma façon de travailler à moi, c'est après, je te dis, c'est comme dans un contrat de mariage. Je laisse la porte ouverte. Moi, je retiens personne. Ceux qui veulent bosser avec moi, ben, c'est avec grand plaisir. Et c'est ceux qui veulent pas bosser avec moi, ben, ils bossent pas avec moi. En fait, il y a pas Il n'y a pas à de se prendre souci la avec ça. Moi, tête. je retiens personne. Et est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus en détail de la clause de préférence, s'il te plaît? Mais cette clause de préférence, en fait, c'est juste la clause qui demande à nos auteurs de nous présenter en avant, à nous en premier leurs prochains ouvrages qui sont en lien avec nos thématiques. Voilà, si j'ai un ouvrage, tu vois, par exemple, on va parler de Virginie, puisque tu l'as reçue, tu l'as connue, Virginie L'Oncle, donc, qui m'a fait le cul de Métatron. Si par exemple, elle écrit un livre sur la politique, je doute, Ouais. hein. Mais si Ouais. jamais bon, là, elle n'est pas du tout obligée de me le proposer puisque on ne fait pas de politique chez nous. Voilà. Mais si elle écrit un livre en lien avec la spiritualité, donc en lien avec Hélios, euh, voilà, c'est ce que je lui demande, en fait, c'est de m'en parler à moi en premier. D'accord. Mais voilà, mais Ok. c'est déjà le cas. D'accord. Très bien. Bon, bah, super. Je connaissais pas du tout cette clause. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est bon.
On te fait confiance, tu nous fais confiance, c'est un échange Ouais. commun, quoi. Oui, vraiment une relation de confiance. Mm. C'est la base. Parce qu'après, on est parti pour des années, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et tu dirais que, enfin, j'imagine que c'est pas souvent qu'on la retire, justement, cette clause de préférence. Non, c'est pas souvent. Ouais. C'est pas souvent. Ça va être, alors pour nos auteurs maison, jamais, puisqu'ils nous connaissent. Et ça va être parfois avec des nouveaux auteurs, voilà, des tout nouveaux qui, après, ce que je comprends complètement, hein, donc c'est pour ça que je refuse jamais, c'est leur première expérience avec un éditeur, donc ils Mm. savent pas où ils mettent les pieds, ils connaissent pas ce milieu, donc je comprends tout à fait et j'ai aucune hésitation à leur faire sauter la clause. Oui, parce Ouais, que j'imagine que c'est un petit bébé. Ils ont travaillé énormément c'est dessus, ça, sur le livre. c'est ça. C'est un temps énorme. Ouais. Bah justement, il y a un point très important pour un livre, à mon sens, c'est la couverture. Alors, c'est ce qui attire l'œil en premier. Mais qui prend en charge la conception et comment le choix final est validé? Alors, donc c'est nous qui la créons chez nous, la D'accord. couverture. Mais, alors après, je parle aussi en mon nom, hein, ma façon à moi de travailler. Quand je suis sur un manuscrit avec un auteur, je vais toujours lui demander comment il s'imagine son produit final. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est son bébé. Et souvent, il y a une projection. D'après, quand il sera en librairie, à quoi il va ressembler. Donc moi, je leur demande à chaque fois, qu'est-ce que tu envisages? Comment tu le vois? Tu la vois, ta couverture. Et moi, de mon côté, j'imagine aussi quelque chose. Donc, en fait, alors souvent, il arrive très, 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 très souvent, en fait, allez, 4 fois sur 5, ils me disent, je te laisse ta carte blanche et tu me feras ta proposition parce que ils savent pas. Et il y a des fois où ils savent de suite. Donc du coup, ben moi, ça me fait gagner du temps aussi. Mais après, on va faire, moi, je vais en parler avec les équipes parce qu'on a une équipe de graphistes chez nous et donc débriefer sur la thématique du sujet, sur aussi la personnalité de l'auteur. Voilà, si c'est un auteur qui est plutôt dans la douceur, si c'est un auteur qui est plutôt rock'n'roll, si c'est un auteur, enfin ça joue beaucoup en fait parce qu'il faut que le livre corresponde à la personnalité de l'auteur. Si j'ai une auteure hyper douce, je vais pas lui mettre une couverture dure. Je peux pas. Donc en fait je compose et puis après j'ai les graphistes qui vont me faire déjà une proposition parce que du coup moi je vais guider, je vais déjà moi faire une présélection d'illustrations de ce que je voudrais parce que je suis au plus proche de l'auteur donc et que je suis au plus proche du manuscrit. Donc comme j'ai pas mal d'informations et que les graphistes ne sont pas en contact avec les auteurs ni avec les manuscrits. Donc du coup, en fait, je fais le lien et je vais faire déjà une présélection. Des fois, je vais bugger, des fois, je vais pas savoir du tout parce qu'il y a des choses qui sont assez difficiles à représenter. Donc, je vais leur demander qu'ils me surprennent. Et puis après, j'envoie à l'auteur. Et après, c'est un travail d'équipe. Donc, l'auteur va me dire alors souvent, elles me disent, ouais, c'est OK pour moi. Voilà, on change rien. Ou des fois, ils vont me dire, alors j'aime beaucoup, mais la typo du titre, je verrai plus comme ça. Et puis ça, je verrai plus comme ça. Donc du coup, on fait, voilà, donc je fais l'intermédiaire après entre l'auteur et les graphistes, et jusqu'à ce qu'on arrive à notre résultat final qui nous plaît à tous, parce qu'il y a aussi dedans ce qui vient se greffer, c'est le pôle communication. Et notamment, souvent, quand je suis sur des couvertures, je demande aussi l'avis à notre responsable pardon, marketing communication, qui, elle, a un œil très avisé et très aiguisé du market livre. Ça fait des années qu'elle est dedans, donc là, des fois, elle va me dire, ouais, le titre, je mettrai un peu plus gros. Donc voilà, en fait, on est plusieurs à travailler sur la couverture. Et le D'accord. résultat, il faut qu'il plaise à tout le monde. Et je fais en sorte, c'est mon rôle, de faire en sorte que ça plaise à tout le monde. Ah, donc toi, tu es la liaison entre les deux pôles, en fait. Ouais, les trois D'accord. même. Ouais, 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 là, Ou les trois pôles, je suis pardon. l'intermédiaire hein, pour faire des C'est ça. heureux partout. Pour donner un exemple, j'ai plusieurs livres, les éditions Helios pour le coup, et il y a toujours ce symbole où il y a le titre dessus. Alors ça fait quatre pointes et quatre demi-cercles.
Ça, par exemple, c'est un point marketing qui était important chez vous? Oui, parce qu'en fait, on a racheté les éditions Helios il y a 3 ans, D'accord. qui ont plus d'une vingtaine d'années. Et ma PDG m'a mise dessus. Donc j'ai un petit peu souhaité dépoussiérer parce que c'était du New Age dans son jus. Et puis je pense qu'il faut aussi répondre au code marketing de notre époque en fait. Et donc on a refait le logo et puis on a charté. Et c'est Lucie, une de nos graphistes, qui nous a proposé ça, donc de mettre cette forme que tu retrouves sur tous les livres Helios. Donc en Ouais. fait, ça leur donne une identité visuelle. Voilà, ouais, j'allais y venir, ouais. Voilà. Bravo Lucie, parce que c'est vrai que ça attire l'œil. Et on sait tout de suite que, bon, bah oui, effectivement, c'est Helios qui fait ça. Là, j'ai Walking, un phénomène de transfert d'âme de Valérie Fortenberger. Ça a l'air Ouais, très bien. Et il y a ouais. j'ai enregistré un épisode avec elle qui va sortir juste avant l'épisode bonus, enfin, qui est déjà sorti du coup, au moment où ça sort. J'ai Merkaba, Origine de Emily Schaeffer aussi, qui est très très bon. Et bien sûr aussi Virginie Longue, là, dont on a parlé tout à l'heure. Ce que j'aime bien en fait avec cette maison d'édition, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va au plus profond des choses, ça va au plus profond des sujets. Et c'est vraiment. Tu sais que quand tu refermes le livre, tu as appris quelque chose et ta vision sur le thème soit a complètement été chamboulée et modifiée, ou soit c'est encore augmenté. Ça va dans ton sens, et c'est encore augmenté avec plus de précision et tout, parce qu'effectivement, ce sont des auteurs qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts. Donc félicitations déjà à tous les auteurs. Euh, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc merci beaucoup pour tous les partages que vous proposez. C'est vrai qu'on a ouais, des très bons auteurs et puis on se renouvelle mutuellement notre confiance en continuant à travailler ensemble. En fait, c'est vraiment ça. Tu vois, Valérie, elle avait déjà fait quelques ouvrages et puis quand j'ai repris Helios, donc on a fait connaissance et puis voilà, tu vois, les Walking, je lui avais demandé, je savais qu'elle avait le potentiel pour écrire sur les Walking. Et donc, je lui ai dit, Valérie, j'aimerais que vous fassiez un livre sur les Walking. Et puis, elle me l'a fait. Voilà, ce sont j'ai pas dû attendre 10 ans, quoi, pour en plus Ouais. avoir le manuscrit. Donc, c'est vraiment cette relation de confiance qu'on bâtit au jour le jour et qui est très importante pour nous, et pour les auteurs et pour moi. Très bien. Et il y a un autre point que je voudrais aborder parce que, par exemple, c'est un livre dont je parle à 9 épisodes sur 10, je pense. C'est Âme courageuse de Robert Schwartz. Il Ah ouais. était, voilà, on est d'accord. Il était déjà sorti avant la création de la maison Helios. Comment ça se passe à ce moment-là? Vous avez racheté les droits du livre ou Oui, c'est... c'est D'accord. exactement ça. Oui, 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 c'est un rachat de droits. D'accord. Donc c'est vu en directement avec l'agent ou l'avocat de l'auteur, j'imagine? Avec son agent où voilà, on a été en contact et puis moi j'ai été aussi en contact directement parce ça a été un des premiers livres en fait quand on a fait le lancement de la nouvelle charte d'Helios c'était en septembre 2025. Oui, c'est ça. Non, 2024, septembre 2024, on a fait le lancement. Et Âme courageuse faisait partie des livres que je voulais impérativement qu'il soit présent parce que c'est un livre fou, vraiment, Là, c'est pour le cet coup, oui. ouvrage-là. Ouais. Donc du coup, il a fallu renégocier en fait les droits avec son agence. Et puis, Ouais. euh, voilà, on a eu, parce qu'après, des fois, enfin, ça dépend des contrats, mais là, ils nous ont laissé l'autorisation de toucher la couverture aussi. Enfin, des fois, voilà, ça fait partie des droits étrangers. Donc, c'est nous, la majorité, enfin, voilà, on est sur du roman, enfin, de l'ouvrage francophone, mais on a aussi dans nos catalogues des ouvrages étrangers dont on a racheté les droits. Et puis, nous aussi, de notre côté, on est traduit à l'étranger, quoi. D'accord. Et pour en revenir à Robert Schwartz, pardon,
Vous avez eu le droit de retravailler seulement celui-ci ou c'était une volonté de votre part de dire, moi, je veux que âme courageuse et puis on verra plus tard si on veut. Parce que je sais qu'il a sorti d'autres livres aussi sur ce thème-là. Oui, Euh, oui, non, moi c'était celui-là que je voulais, en fait. d'accord. On l'avait déjà dans le fond Hélios, et quand je l'ai lu, j'ai pris une claque. Ah bah Je me suis dit, oui. ça, c'est un livre que tout le monde devrait avoir, vraiment. Quand il parle des défis de la vie, c'est complètement ça. C'est- Et après, voilà, en fait, c'était celui-là que je voulais garder. D'accord. Après, on verra pour la suite, hein, mais on Mhm. a les programmes déjà tellement chargés, Oui, oui, j'imagine que chaque c'est chose pas en son possible. temps. Mais Exactement. c'était celui-là, quoi. C'est une pépite. Oui, oui, effectivement, oui, je ne peux que confirmer. C'est un des livres coup de cœur pour moi que j'ai pu lire Ah, jusque-là. Donc, c'est ouais. vraiment top. Bah, super, merci pour cette précision sur les couvertures. Euh, il y a un point que j'aimerais aborder aussi, ce sont les canaux de distribution. Alors, quel est le principal canal de distribution que vous utilisez pour partager le livre? Bah alors, alors, tu vois, juste pour revenir sur le processus du livre, quand on a signé le contrat avec l'auteur, donc ça va être un travail entre l'auteur et l'éditeur, donc toute la partie éditoriale. Quand on va être OK sur la partie éditoriale, ça va partir en correction. On va renvoyer le fichier corrigé à l'auteur pour qu'il voit aussi ce que la correctrice suggère comme modification ou voilà, des reformulations de phrases ou des choses comme ça. Enfin, on est vraiment en travail en transparence, hein. Ensuite, donc la couverture. Puis après, donc, il va y avoir l'envoi en impression. Avant que ça parte en impression, on va avoir le pôle com qui va prendre la main sur la communication. Donc, ils vont commencer à annoncer la sortie de l'ouvrage, donc sur nos réseaux sociaux et par newsletter. Et après, quand ça revient de chez l'imprimeur, en fait, c'est livré directement à notre diffuseur, donc DG Diffusion. Donc, c'est notre maison mère, DG Diffusion, installée depuis plus de 40 ans, aussi ici, et qui est diffuseur et distributeur. Donc, ça veut dire que les commerciaux commencent leur tournée 2 ou 3 mois avant. Ils vont voir les libraires qui proposent donc nos nouveautés. Et puis après, donc la diffusion va se faire comme ça. Et puis après, la distribution, donc chez DG, ils reçoivent les commandes libraires et Amazon et tout ça. Et puis, ils envoient dans les 24-48 heures. D'accord. Et, Voilà. euh, et du coup, l'auteur dans tout ça, quelle est son implication dans la promotion du livre une fois qu'il est paru? Alors, on a deux profils d'auteurs. On a les auteurs qui s'impliquent via leur réseau, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont leur communauté. Donc, ils vont en parler. Ils vont s'impliquer aussi au niveau des signatures. Des dédicaces en librairie. Et puis quand on va leur proposer une web TV ou une interview, ils vont dire OK. Et après, on a quelques auteurs qui, par contre, sont trop timides pour parler de leur livre, pour le mettre en avant et du coup pour en parler eux-mêmes, en fait, où ils vont pas se sentir légitimes, ils vont se sentir gênés. Et là, ou alors il y en a d'autres qui vont pas vouloir se montrer du tout, qui vont pas, qui vont avoir trop peur de passer sur une web TV, de passer sur une radio. Donc il y a on a ces deux profils. Et puis après, il y a le profil intermédiaire où voilà, ils font leur post sur leur réseau. Nous, quand ils nous mettent en collaboration, du coup, on peut partager aussi. Et puis moi, à titre personnel, en tant qu'éditrice, dès que je peux, je fais moi chez moi des posts pour mes livres, Ouais. Hélios, Trajectoire, enfin, sur tous les livres sur lesquels j'ai travaillé, quoi. Voilà, pour essayer de diffuser un peu plus l'information. Oui, puis il y a aussi ceux qui souhaitent garder l'anonymat, ils n'ont pas envie de se faire connaître. J'ai sorti un livre parce que je sentais le besoin et l'envie de partager mes connaissances, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai pas envie d'être connu et reconnu, quoi. Ils veulent garder leur petite vie tranquille aussi, ça arrive. Ouais, mais après ça, c'est assez rare quand même. Ouais, C'est assez rare. Ça va surtout être des gens, pas sur le fait qu'ils n'aient pas envie de se mettre en avant, mais sur des gens réservés, où on va pas les sentir très à l'aise d'accord. pour parler en public. Oui, parce que enfin,
Moi, je me souviens, je prends mon exemple à moi, euh, la première fois que j'ai enregistré un épisode, bah déjà, c'est une mise en avant de soi. Il faut se faire confiance. Et bah, ça s'entend déjà que pas à l'aise maintenant, mais c'est quand même beaucoup mieux après peut-être une trentaine d'épisodes enregistrés. C'est toujours mieux et ça sent, c'est beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai que le premier pas, ce que je peux comprendre pour un auteur, euh, pour parler de son livre, bien que tu le maîtrises, le sujet sur le bout des doigts, t'as pas toujours la facilité de parler en public. C'est ça qui peut freiner un peu, en fait. Oui, oui. Ça peut freiner même beaucoup. Ouais. C'est pas un exercice facile. Et ça se ressent dans les ventes des ouvrages quand c'est comme ça ou pas? Ah oui, oui. D'accord. Il y a quand même, oui, ça va, c'est du simple au double, Ah oui, quand quasiment. même. Ok. Donc oui, oui, D'accord. on le voit quand un auteur est avec nous et puis même on a des auteurs moteurs hein, complètement en communication. Waouh, enfin, le livre fonctionne et quand on a des auteurs un peu plus en retrait et que nous on a beau faire des posts, on a beau faire des newsletters, on a beau essayer d'en parler, ça suit pas. D'accord. Après, c'est l'auteur reste le meilleur ambassadeur de Bien son sûr. propre livre. Hmm. Nous, en tant qu'éditeur, enfin, moi, je me vois pas, je me vois pas aller en conférence, donner une conférence sur le livre d'un de mes auteurs. Je peux D'accord. Bah pas. oui, oui, ce qui est Parce que ça logique. aussi, on me l'a demandé. D'accord. Ah oui. Puis tu maîtrises pas forcément le sujet. Et oui, voilà, Ouais, en c'est plus. ça. Ouais. Il y a une question qui me vient parce qu'on voit toujours la première édition du livre, c'est en format traditionnel. Et après, on les voit sortir un peu plus tard en format poche ou en audiobook ou sur Kindle pour citer un Ouais. exemple. Est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de ventes ou alors c'est négocié directement dans le contrat, la signature? Alors, dans le contrat, quand un auteur signe avec nous, il nous cède ses droits donc de reproduction. Encore une fois, son œuvre ne nous appartient pas. C'est D'accord, juste le fait de la reproduire. Donc, il nous cède les droits pour le grand format, donc la livre que tu as, pour le format poche, pour des formats particuliers, style Deluxe, des choses comme ça, pour le format d'accord. numérique et pour le format audio. Voilà. Après, ça fait partie aussi de la négociation. Des fois, j'ai des auteurs qui me disent non, les droits audio, je les garde. Et on verra plus tard, on fera un avenant. Voilà, ça arrive aussi. Et nous, chez nous, donc on a créé la marque Pictos Poche qui a été lancée en janvier l'année dernière, 2025. Et cette marque, en fait, reprend des ouvrages D'accord. historiques de notre fonds à nous qui étaient arrivés, qui ont eu une belle vie pendant plusieurs années, mais qui étaient arrivés à essoufflement. Voilà. Donc on leur remet un petit coup de boost avec les formats poche, avec voilà format réduit et du coup prix réduit. On fait ça. Mais on ne s'autorise pas non plus, enfin on ne s'interdit pas à faire des nouveautés. Là, ben, depuis qu'on a Pictos Poche, on a sorti, parce que je les ai là, on a sorti deux nouveautés, deux titres, voilà, c'était spécifique en poche parce que on les voyait pas en grand format, on ne savait pas comment les valoriser au sein de nos maisons d'édition. Mais c'était des sujets qui nous intéressaient. Donc on s'est dit on va le faire en poche, toujours pareil après avec l'accord de l'auteur. Bien sûr. Ah oui, donc c'est pas forcément à partir de, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, 10 000 ventes du format standard. On peut passer en poche. C'est vraiment, bon, bah là, Mais ça on pourra le faire aussi parce qu'on s'est rendu compte, parce que c'était la grande question, est-ce que le poche tue le grand format? ouais, Voilà, au niveau des ventes. Et on s'est rendu compte que les deux cohabitaient, d'accord. en fait. Parce que tu vois, chez les majors, ils font le grand format et ils sortent la version poche l'année d'après, Ok. par exemple. Donc nous, on n'y est pas encore parce que on est, comme la marque, elle est jeune, Hmm. du poche, elle est jeune, donc on a besoin d'avoir plus de recul pour savoir si on mettra ça en place systématiquement au grand format et un an après
le poche ou si on continue à faire comme on fait, à chercher dans notre fond les titres qu'on veut, à qui on veut donner un nouveau souffle. D'accord. Et il y a un point que j'aimerais aborder aussi, parce qu'on est aussi à l'ère du numérique maintenant, du podcast, c'est les livres audio. Comment ça se passe pour choisir, soit est-ce que c'est l'auteur du livre qui va lire son propre livre, ou alors il dit non, non, vous choisissez quelqu'un et il s'en occupe. Comment ça se passe ça? Alors le souci qu'on a aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on s'intéresse au marché de l'audio, qui dépasse largement le numérique, hein, parce que les e-books, ça représente pas une grosse part du Ouais. marché. Et puis c'est stable depuis le début en fait, Mm. hein, donc on est à moins de 10% hein, du marché du livre. Le numérique, ça ne s'est jamais emballé. En revanche, le format audio, oui, parce que on sait l'usage qu'on en fait et qu'on peut écouter les podcasts n'importe quand et puis n'importe où. Donc c'est un gros atout. Nous, derrière, la problématique qu'on a, ce que j'avais déjà testé avec La Vallée Heureuse, c'est que soit tu as le choix de louer un studio d'enregistrement, D'accord. donc avec un comédien qui fait la voix, parce que souvent les auteurs ne sont pas les mieux appropriés pour lire leur propre livre, parce qu'il faut que la voix soit agréable, il faut que la lecture soit fluide, il y a plein de choses. Donc en fait, on préconise toujours un comédien. Et puis après, il va y avoir tout le travail de l'ingénieur du son derrière. Mm. Donc ça coûte allez, environ 8 000 € pour faire un livre. D'accord. De la première à la Ça coûte dernière plus cher page. que faire un livre papier. C'est combien d'ailleurs à peu près un livre papier? Ça coûte entre 4 et 5 000 € à peu près. Enfin, ça dépend après c'est de ta fabrication. Si tu veux un papier de créa, si tu veux de l'embossage, si tu veux du gaufrage, si tu veux du foil, si tu veux du vernis sélectif, enfin, ça dépend de plein de choses. Moi, chez Elios, ouais, ça va être entre 4 et 5 000. D'accord. Ok. Voilà. Puis ça dépend du tirage aussi. Et ça dépend où tu le fais. Oui, si tu préfères avoir un livre dit un peu premium ou un peu plus standard. Ben, si tu veux un premium, tu vas plus te rapprocher des 10 000. D'accord. Ah oui, oui. Donc, Voilà. C'est quand même un budget. oui, 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 Et, j'imagine. J'imagine bien. le livre audio à faire dans les conditions, dans des conditions professionnelles, coûte beaucoup plus cher qu'un livre papier. Donc, ça veut dire que ton prix de vente public, tu dois le mettre plus cher. Parce que tu peux pas vendre quelque chose à perte. Enfin, voilà. Après, on est Bien quand même sûr. aussi dans du commerce. Il faut Ouais. penser à l'économie, enfin, à l'équilibre économique. Donc là, c'est un peu, voilà. C'est un peu tendu. Enfin, c'est pas, disons que c'est pas une solution qui convient. Et puis là, maintenant, commencent à fleurir des entreprises qui proposent des prestations pour transformer les livres papier en audio, qui proposent de cloner les voix de l'auteur. D'accord. Voilà, la voix de l'auteur, voilà. Où là, on va être sur des prix du coup beaucoup plus compétitifs. Mais c'est pas encore ça non plus. Voilà. Donc là, c'est un peu, je te dis, enfin, on y réfléchit là chez Pictos là depuis l'année dernière. Donc on étudie toutes les possibilités parce que on veut aller sur ce segment-là, sur l'audio, mais on étudie tout. Ce qui est faisable, ce qui est possible, enfin, ce qui est qualitatif, parce qu'on ne veut pas non plus que nos livres soient lus avec des voix de robots non plus. Oui, Voilà. il n'y a pas Donc, d'intérêt. donc là, c'est encore, on est encore dedans, quoi. D'accord. Euh, j'ai une dernière question qui m'a été posée sur Instagram. Euh, quelles sont les réelles chances d'être retenu en tant que total inconnu quand c'est la première fois qu'on veut publier un livre? C'est difficile à dire comme ça. Enfin, si son manuscrit est bon, 100% de chance. Si son manuscrit n'est pas bon, 0%, D'accord. en fait. Et puis il y a possibilité de voir pour dire bah là, est-ce que tu pourrais améliorer ça, ça ou ça, comme on disait tout à l'heure, c'est Mais si on voit du potentiel, si le fond est bon, ça peut toujours voilà, intéresser. voilà. Sinon non, parce que je te dis, nos journées ne sont pas extensibles et puis on est sur tellement de projets. Là, tu vois, on commence à travailler sur 2027.
Ouais. Donc, et puis on a des deadlines, enfin tous les 2 jours, il faut rendre quelque chose. Donc, si tu veux, la cadence est assez importante. Et là, si on estime que le travail sur un manuscrit va nous prendre plusieurs jours, enfin, c'est niet. On D'accord. n'a pas plusieurs jours à consacrer. Ok. Et Ouais. justement, tu disais, faut sortir quelque chose tous les 2 jours. Ouais. Quel est comment je peux te dire ça? Je veux dire, par exemple, les films, je sais qu'ils sortent tous les mercredis, Ah oui. les films au cinéma. Est-ce que Mm. pour les livres, c'est pareil? Non, Non? non, non. Nous, avec le diffuseur, on a 2 précos par mois. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on en a une en début de mois et l'autre en fin de mois. Ok. Voilà. Donc, mais nous, comme on travaille, voilà, je vais te donner un exemple. Je suis sur juin, Mhm. là, avec dans les mises en page de juin. Je suis dans le travail édito de septembre. Je suis sur la conception de la couverture de mon titre de novembre parce que il faut que je rende les éléments dans quelques jours. D'accord. Voilà. Pour novembre déjà, en fait, on travaille plusieurs mois en amont. Ok. Et, Bon. puis là, donc en gros, je suis sur une dizaine de projets là, que je suis, plus ceux d'avant où il y a de l'administratif à faire, voir qu'on a bien reçu toutes les factures des imprimeurs, des maquettistes quand ils sont en externe, des choses comme ça, pour après nous calculer notre prix de revient unitaire parce qu'il faut qu'on ait une base de données comptable. Donc, enfin voilà, donc c'est ça, plus après ben, les manuscrits qu'on commence à travailler déjà pour 2027, à préparer le programme, plus donc donc on fait oui deux sorties. Alors il y a 2 dates de sortie par mois, D'accord. mais chaque éditeur va sortir 2, 3 livres tous les mois. D'accord. Ok. Ouais, Voilà. donc, oui, il y a de quoi lire. Chez Ouais. Pictos, il y a de quoi faire. Ouais. Euh, Écoute, il va me rester 2 petites questions bonus que je pose en général, mais avant, j'aimerais laisser un moment, si tu as une actualité chez Helios ou Pictos en général, à nous partager pour des, pourquoi pas, futures sorties, si tu as la possibilité d'en parler, parce qu'il y a peut-être une confidentialité ou même des événements que vous allez faire. Tu me parlais d'anniversaire tout à l'heure, 60 et 40 ans. Il y a peut-être quelque Ben chose. on a point de vue édito, oui, on a sorti là le glaive de l'ange de Pascal et l'ange Saltiel. Mhm. Donc on a celui-ci là qui sortait ce mois-ci. Je vais te montrer. Donc là, c'est les 2 nouveautés d'avril. D'accord. Donc le Glaive de l'Ange Mhm. Ouais, je l'avais passé dans la newsletter, celui-là. et Channeling de Sandrine Love-Hewitt. D'accord. Voilà, pareil, on va droit au but. Oh, les couvertures sont Donc ça, sublimes. c'était pour Helios. On est, oui, alors après le centenaire de d'Angle, on est en train de préparer quelque chose. Et puis après, je vais avoir en juin un livre sur les artefacts chez Trajectoire, qui est une version augmentée de ce que j'avais fait à La Vallée Heureuse. Donc là, c'est de l'archéologie interdite. Mhm. Donc très, très sympa. On va avoir. Enfin, il y en a tous les mois, en fait. D'accord, Il y en ouais, a tous donc les mois. l'actualité ne finit pas chez toi. C'est Non. formidable. Euh, est-ce que tu Voilà. aurais donc, pour mes 2 questions rituelles, c'est est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, au futur manuscrit que tu vas recevoir ou je ne sais quoi? Euh, Faites-vous confiance. N'écoutez personne à part vous. Voilà. C'est votre cœur qui détient la vérité, votre propre vérité. Et tout va bien. Merveilleux, tout va bien. C'est un beau mot pour la fin. Dis donc. Euh, et pour ma 2e question, alors toi, j'imagine que tu en as des tas et des tas, mais si tu devais choisir un livre euh, que tu as lu dans toute ta bibliothèque, qu'est-ce que tu conseillerais à lire pour les personnes qui veulent euh, se donner confiance justement ou se dire oui, ben, on y va et c'est parti. Qu'est-ce que tu conseillerais?
Bah, je reviens sur le Robert Schwartz, Ouais, Âme courageuse. Vraiment, pour moi, c'est un des livres fondateurs et c'est un basique pour moi. Voilà, d'accord. Bon, bah, je reviens sur celui-ci. on, on reparlera de Robert Schwartz dans la description une fois de plus. C'est vrai Ouais. il est extraordinaire, ce livre. C'est une véritable merveille. Mm. Stéphanie, il me reste plus qu'à te remercier pour tout le temps accordé pour cet enregistrement. Ce fut un moment des plus agréables. Alors oui, ça a changé par rapport aux autres épisodes que je peux partager. On n'a pas parlé de spiritualité euh, dans le sens définitif du terme, mais ça a été une nouvelle expérience et une belle épreuve pour moi. Je suis content d'avoir réussi un bel objectif. Donc, encore une fois, merci du fond du cœur. Euh, je le fais maintenant à chaque fois. Je demande aux auditeurs, pardon, de bien vouloir partager, commenter, liker cet épisode pour qu'il remonte aux oreilles des autres. Je pense que ça peut aider énormément de personnes. Moi aussi, parce que je fais ça par pur plaisir. Et si ça peut aider les gens, c'est encore mieux. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci aux Merci à auditeurs. toi, Clément. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci Merci pour ce d'avoir moment. accepté. Et puis, à très Et bientôt, et j'espère. à très bientôt.